La recherche sur Internet vit une rupture majeure. On l'a vu tout à l'heure, notamment dans la prise de parole de Google sur le search. Les agents conversationnels, les résumés générés qu'on appelle AI Overviews, les interfaces intelligentes ne se contentent plus de suggérer des contenus. Ils synthétisent tout seuls. Ils décident à la place de l'utilisateur. Et ça pose des questions. Et c'est tout l'enjeu d'une table ronde qui va suivre avant la pause déjeuner. Quand l'IA agentique prend le pouvoir, quelle valeur pour les marques? C'est une table ronde animée par Majda Chaplin de MC Factory, qui nous rejoint avec 4 intervenants que j'appelle tout de suite. Cody Elson, groupe DPO and AI Protection Officer chez Yves Rocher. Thomas Skoronski, VP of Product chez Jellyfish. Romain Rouleau, directeur digital et e-commerce chez Kingfisher, bonjour. Et Augustin Decré, Regional Managing Director CMIA, chez Index Exchange. Bienvenue à vous. Merci. Eh bien, ravi de parler ensemble d'IA agentique. Alors, un mot qui a été quand même prononcé plein de fois aujourd'hui quand on a associé l'IA à l'innovation, c'est la rupture. Et je vais directement te faire rebondir justement, Romain, puisque toi, tu es en charge de toute la partie e-commerce et digital pour le groupe Kingfisher. Est-ce que pour toi, effectivement, et dans le retail et le e-commerce, tu estimes que l'IA agentique est encore une rupture? Alors bonjour, oui, moi ça fait un peu vieux, mais ça fait 25 ans que je suis dans le digital et donc j'en ai vu un certain nombre de ruptures. Je considère que la première qui a été il y a 25-30 ans, qui est la création de l'e-commerce suite au démarrage d'Internet, c'était la première. La deuxième, c'est l'écosystème des apps. Et là, on est sur une rupture qui est à minima au même niveau que les deux premières. Pour la bonne et simple raison, c'est que contrairement aux deux premières, où on était plutôt dans une logique de dire on sait ce que la technologie va permettre et on sait en quoi elle va apporter une rupture, au moment où la technologie sort, elle amène déjà de la rupture et les consommateurs en prennent possession. Et donc, la technologie va à la même vitesse que l'usage des clients. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est une rupture absolument conséquente pour nous. Augustin, pour toi, effectivement, dans l'écosystème média et tech, est-ce qu'on parle aussi de rupture? Ah bah complètement, oui, complètement. Je suis affolé de voir à quel point ça avance en fait. Si on regarde ne serait-ce qu'un an en arrière, c'est incroyable. Je vais reprendre un petit peu la chronologie. Quand Romain fait une publicité, donc il s'adresse à son agence. Cette agence s'adresse à une plateforme d'achat qui s'appelle un DSP, puis un SSP, qui va diffuser la publicité après sur un éditeur. Moi, je suis un SSP, donc je diffuse la publicité et je suis le partenaire des éditeurs. Mon rôle, c'est d'aider l'éditeur à vendre une publicité de façon automatisée, ce qu'on appelle programmatique, et du mieux possible. Et un constat qu'on a fait, nous, depuis un an, et c'est une information que je vais partager avec vous, c'est qu'il y a des sites qui ont perdu jusqu'à 80% de leur trafic en une année à cause de l'IA. Alors, je ne dis pas que ce sont des sites premium, mais ce sont des sites qui étaient fortement dépendants au moteur de recherche, etc. Mais il y a cette conséquence-là. Mais de l'autre côté, on voit une explosion du trafic. On gère, et on en parlait tout à l'heure avec Romain, il y a quelques mois, on disait qu'on gérait 500 milliards d'impressions de requests publicitaires par jour. On a passé le cap des 600 milliards. Un ordre d'idée, c'est 7000 fois plus que les transactions Visa par jour. C'est-à-dire que c'est 2,5 pétabytes de données. Donc ça explose. D'un côté, il y a une baisse de trafic chez certains, mais ça explose. Ce qu'on constate avec l'IA, c'est que le rôle des acteurs va changer. Le rôle du SSP va changer. En fait, un SSP a accès à une quantité colossale de données du côté de l'impression publicitaire. Et aujourd'hui, elles n'étaient pas exploitées. On parle maintenant de ce qu'on appelle du sell-side decisioning. C'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer des agents IA dans des capsules qu'on appelle les containers. Et donc, il y a des containers pour des marques, il y a des containers pour des agences, etc., qui vont permettre de traiter toutes les informations qu'on avait avant, mais qu'on n'était pas capable de gérer. Et donc, ça a un effet immédiat, c'est qu'on va enrichir les impressions publicitaires. On va pouvoir choisir quelle impression, quel inventaire on envoie au DSP. Vous imaginez bien que sur les 600 milliards, on n'envoie pas tout au DSP, etc. Alors, il y a une conséquence immédiate pour les annonceurs, c'est que la partie, ce qu'on appelle le work in media, eh ben, il est plus important. Il y a des études qui montrent que sur 100 €, eh ben, aujourd'hui, on n'avait que 20 € en médias. Eh ben, cette partie-là a augmenté. Alors, je n'ai pas des chiffres, on essaie de les compiler, on n'a pas les chiffres. Et on a réduit le temps de transaction. Donc, il y a un double effet économique qui est très intéressant. Oui, donc on est complètement en rupture.
Thomas, au sein de Jellyfish, effectivement, donc quand on parle d'IA agentique, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils filtrent, ils comparent, ils arbitrent, voire ils achètent. Est-ce que tu as observé au sein des agences que tu accompagnes via Jellyfish des transformations majeures aussi? Pour comprendre en fait cette rupture et pour aller dans le sens de ce qu'a dit Augustin juste avant, c'est qu'il faut comprendre le changement de paradigme de l'utilisateur dans sa recherche. Auparavant, l'utilisateur, il allait faire une recherche sur Google, naviguer de site en site, il allait chercher son information, il choisissait, il revenait, aller sur un autre site. Maintenant, en fait, il va déléguer cette recherche d'informations finalement au LLM, mais les LLM, c'est pas uniquement ChatGPT, il faut prendre cette technologie dans son intégralité. C'est-à-dire qu'en France, nous aujourd'hui, on est un petit peu isolé, entre guillemets, par rapport aux autres pays, puisque sur Google, l'AI Overview a été déployé partout dans le monde. On a l'AI Mode qui va se rapprocher davantage d'une interface comme ChatGPT. Et toute cette technologie qui représente des milliards d'utilisateurs, puisqu'en fait on a 800 millions sur ChatGPT, 600 millions sur Gemini. Tout à l'heure, le monsieur de Meta parlait d'1 milliard. Pierrick. Voilà, sur Meta. Donc en fait, c'est des milliards d'utilisateurs qui vont être en interaction finalement avec cette nouvelle technologie. Et en impact, on va avoir une baisse de trafic et pas seulement sur les petits sites, puisque quand cette technologie elle est déployée à l'international, aux États-Unis notamment, on a des pertes de trafic de 30 à 60%. Voilà. Et donc on est vraiment sur cette perte de trafic sur la partie informationnelle, mais demain, on en parlera tout à l'heure, sur le futur, ça risque de se déplacer également sur le choix, la décision. Et donc l'objectif maintenant, ça va être de savoir comment on arrive non pas à générer du trafic, mais comment on arrive à convaincre ces modèles pour une marque qui va finalement perdre un petit peu le contrôle de son image. Ouais, dans une logique d'intermédiation. Exactement. Cody, tu es DPO pour le groupe Rocher. Groupe Rocher avec plusieurs marques, dont Yves Rocher, effectivement. En tant que DPO, comment tu observes aussi cette bascule due à l'IA agentique? Donc du coup, j'ai l'extrême chance de justement intervenir avec vous après Meta, parce que tout ce que je vais dire n'est plus dystopique. Vous avez vu que ça arrive. Donc du coup, c'est extrêmement important dans l'idéologie et dans l'approche de DPO aujourd'hui. On ne peut plus être sur OK, il y a un nouveau projet, maintenant on va prendre 6 mois pour l'analyser et peut-être 9 mois plus tard, on va sortir quelque chose. Non. Maintenant, il faut changer tout le mindset, il faut être capable de mieux comprendre la technologie même avant que les métiers le proposent. Et c'est une chose qu'on essaie de faire. On essaie d'être à l'ère de la technologie, de comprendre même les outils avant que les métiers nous demandent de faire, ou est-ce que c'est possible, est-ce que c'est légal, etc. On a déjà une idée des impacts et on va plus vite. Et on distingue entre les choses qui sont pour lesquelles on est capable de résoudre rapidement et les choses pour lesquelles il faut avoir une analyse beaucoup plus approfondie. Ouais. Alors, on va rentrer dans le concret. Effectivement, il s'agit, quand on parle d'IA agentique, et tu le disais tout à l'heure, Thomas, effectivement, il y a cette volonté d'être présent et visible via ces agents qui deviennent des prescripteurs. Je reviens vers toi, Romain. Qu'est-ce qui a été fait pour les marques du groupe Kingfisher? Alors, donc nous, on a un métier de commerçant, hein, on est présent partout en Europe. Je reprends le point de Thomas. Effectivement, la France est un cas très particulier, unique. Hein, on parle souvent du monde entier. En fait, à part Cuba et un ou deux autres pays, on est le seul pays où AI Mode et AI Overview n'ont pas été déployés. Donc, en tant que Français, vous ne le voyez pas. Moi, j'ai l'avantage de travailler en Angleterre. Donc, toutes les semaines, quand je passe sur Google au UK, donc c'est pas compliqué, hein, je passe 20 minutes de tunnel sur la Manche. Et là, je me rends compte que l'interface utilisateur, elle est très, très foncièrement différente. On se retrouve avec effectivement une logique d'agent conversationnel qui est très similaire à celle de ChatGPT, avec la nuance près, c'est que le trafic naturel de Google est environ 50 à 100 fois plus grosse que celle de ChatGPT dans le monde. Donc aujourd'hui, nous, on voit 4 cas concrets. Le premier cas, déjà, c'est la logique de visibilité et de la logique d'interaction de nos contenus et de nos produits. D'abord, les produits en tant que tels et après, nos marques en tant que distributeurs.
Aujourd'hui, ça pèse 3% de notre trafic. Hein. On fait, quand même, que vous ayez un ordre d'idée, on fait entre quasiment 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Donc on est un très très gros acteur, un très gros e-commerçant. On fait 20% de notre chiffre d'affaires en ligne. Et donc quand on a 3%, on parle de très très gros volume en Europe. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième que je vois, c'est toute la logique de développement des agents propriétaires. Donc nous, on a développé depuis 2 ans un agent en France qui s'appelle Hellocasto, qu'on est en train de déployer partout en Europe. On est sur 1,5 million de conversations par mois. Donc on parle de réel volume. Un demi-million en France, là, pour l'instant ? En France. Hellocasto, aujourd'hui, c'est 1,5 million de conversations chaque mois. Et c'est un agent qui ne parle pas de à quelle heure ferme le casto du coin. C'est concrètement, j'ai un projet de refonte de la chambre de ma fille. Quelle couleur de mur je dois utiliser? Est-ce que ça va avec telle matière? Donc exactement le type d'interaction qu'on peut avoir quand on est dans un magasin physique. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est toute l'évolution des fonctionnalités de shopping. Notamment, bon, on parle de checkout par exemple, mais on sait que ça va arriver également chez Google. Donc, comment on interagit avec ça? Et la quatrième, c'est plus la façon dont on développe des logiques d'agents de shopping intégrés. Donc, en fait, on a commencé avec Hellocasto dans une logique d'échange de conseils. Là, l'idée, c'est une fois que j'ai fait ça, c'est comment je prépare mon panier et je passe au checkout directement à l'intérieur sans être sur l'interface e-commerce. Donc ça, c'est vraiment les 4 use cases très très concrets qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui sont pour moi absolument disruptifs dans le modèle intrinsèque du commerçant, puisque le métier de commerçant, c'est un métier dans lequel on met en relation un produit avec un consommateur, qu'il soit professionnel, qu'il soit particulier, que ce soit un magasin physique ou un magasin digital. Là, l'agent conversationnel, l'agent, il se positionne au milieu et donc d'une certaine façon, il peut potentiellement remplacer le métier du commerçant. Et donc c'est l'intégralité du modèle qui se vient disrupter. Et tout l'enjeu justement, c'est de continuer d'innover mais avec pragmatisme parce qu'en même temps, les consommateurs adoptent toute cette nouvelle techno. Voilà, les consommateurs adoptent toutes les technos. En même temps, on a beaucoup parlé de publicité depuis le début de la matinée. Aujourd'hui, il faut être assez honnête, les grosses plateformes, et en particulier si on prend sur la partie agentique, OpenAI et Google, sont encore en train de se tâter sur comment ils vont intégrer de la publicité. Ce n'est pas encore tout à fait sec, c'est loin d'être sec. Il y a un certain nombre de formats qui existent aux États-Unis, pas beaucoup en Europe. Et donc, comment ça va s'intégrer dans le parcours? Comment ça ne va pas changer la qualité de l'interaction, parce que la publicité doit rester de manière fluide. Si on se retrouve à avoir une publicité qui influence le résultat de la conversation, les consommateurs vont vite le voir parce qu'ils vont se rendre compte que la qualité du conseil est moins bonne. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là. Thomas, alors c'est quoi une feuille de route pour être Argentic Ready? Argentic, j'ai dit Agentic Ready. Alors, je viens de l'univers SEO à la base, mais c'est pas le point principal pour moi, selon lequel on axe une feuille de route. Ça va être le branding de la marque. C'est ce qui va être le point le plus important. Comment on fait pour communiquer finalement une image assez fluide à travers tous les canaux, puisqu'en fait, ces LLM, ils vont aller se nourrir de ces informations. Donc, il est nécessaire non pas d'aller produire du contenu pour les moteurs de recherche, il est nécessaire de produire du contenu à destination de ces consommateurs, mais également des agents qui vont aller consommer ces différents contenus. Donc, la grosse différence aussi qu'on a par rapport au SEO auparavant, c'est qu'on se focalisait vraiment sur son site. C'est-à-dire sur ce qu'on peut produire sur le own media. Mais en fait, le métier, il est en train de s'élargir et on est en train d'avoir une partie own media, mais également une partie earned media. S'assurer qu'on diffuse de l'information à travers tous les canaux. Ça peut aller sur des communiqués de presse, sur les différents journaux, ça peut être sur des sites éditeurs, ça peut être aller consommer, aller interagir sur des forums comme Reddit par exemple, qui a une part quand même, qui a une influence qui est assez importante pour les LLM, avoir une bonne fiche Wikipédia structurée, parce qu'on sait que c'est une source très importante également pour ces informations. Et en fait, ça va avoir pour impact peut-être de désiloter, en tout cas d'un point de vue organisationnel, les différentes sociétés, parce que l'objectif, c'est pas seulement de faire du SEO, c'est d'aller diffuser le bon message pour les consommateurs et à la fois pour finalement la technologie qui va maintenant être un prescripteur entre l'utilisateur et la marque. Ça fait beaucoup de choses. Tu penses qu'il faut démarrer par quoi? Tu m'avais parlé effectivement de perception déjà de marque, d'aller faire un audit, analyser, de comprendre où est-ce qu'on en est. Alors,
comme le disait tout à l'heure sur sa table ronde, David de l'agence WAM, il disait que chaque secteur est différent en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes recommandations sur la santé que sur le jouet et sur le bricolage. Donc ça passe forcément par une première étude de visibilité pour savoir quelles sont les sources principales qui vont ressortir sur ce secteur d'activité et qui vont permettre en fait de dresser cette feuille de route, parce que comme je viens de le dire, les canaux, le search il s'étend finalement à tous les canaux et on ne va pas prendre les mêmes décisions en fonction du secteur d'activité. Et la difficulté, c'est que ça bouge régulièrement. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche de test and learn et toujours d'adapter. On n'a plus de roadmap sur 1 an avec un client. On met en place finalement une roadmap sur 3 mois, on teste, on regarde comment réagissent finalement cette technologie, quels sont les KPI changent également, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur du trafic, mais on est également sur du share of voice, savoir comment les modèles interprètent ma marque. Est-ce que les forces, les faiblesses sont finalement retranscrits correctement, parce que c'est ce que cette technologie va donner aux utilisateurs comme réponse. Cody, je reviens vers toi. C'est donc un vrai changement de mindset quand on écoutait Romain et Thomas. Ta fonction de DPO vient en soutien, bien entendu. L'idée, c'est pas du tout de bloquer l'innovation. Quels sont pour autant les points de vigilance sur lesquels tu dois t'attarder et tu recommandes aux métiers de s'attarder, d'autant plus que le groupe Rocher a signé le pacte européen de l'IA en février 2025, si je dis pas de bêtises. Quels seraient les points de vigilance? Donc du coup, pour moi, le point de vigilance, c'est justement de capter tous les projets. Donc du coup, ça veut dire que notre façon de faire la conformité doit aller plus vite. Aujourd'hui, un risque inconnu est plus grave et plus difficile à manager qu'un risque connu. Donc du coup, nous avons mis en place justement un processus de consultation en 20 minutes. Je défie les métiers qui me disent « j'ai pas 20 minutes à expliquer mon projet, si vous avez 20 minutes ». Et c'est tout ce que je demande, dans un premier temps. Donc voilà, un vrai défi, un vrai point de vigilance, c'est de ne pas consulter justement la fonction qui est là pour censé de vous faire en sorte que votre projet réussisse, mais aussi qu'on respecte quoi? Les droits de l'homme. Je rappelle que la privacy, la protection des données personnelles, est un droit de l'homme. Qui ici a envie de violer les droits de l'homme? Personne. J'espère que personne. Donc du coup, justement, cette discussion avec nous, avec notre équipe, ça sert à ça, à protéger un droit de l'homme. Donc du coup, c'est remettre la question. Ce n'est pas quel type de catégorie de cookies, est-ce que c'est de l'intérêt légitime, est-ce que c'est fonctionnel, etc. On s'en fout de ça maintenant. On va maintenant se concentrer sur, on protège les droits de l'homme, parce que demain, on va avoir une IA super intelligente qui va maintenant, quand je pose la question, est-ce qu'il fera beau demain? Il va me dire oui. Et puisque vous aimez la partie RSE de toutes les entreprises, parce que vous êtes engagé pour l'environnement, je vous propose la marque Yves Rocher avec une crème solaire qui va vous protéger demain. Est-ce que vous voulez que je l'achète? C'est ça le demain. Donc du coup, c'est ça les questions éthiques qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie d'être là? Est-ce qu'il faut qu'on soit là? Et après, au niveau de justement les points de vigilance, c'est la transparence. Demain, avec la super intelligence, est-ce que la personne qui est dépendante de cette solution va comprendre tous les jours, tous les secondes qu'il parle avec l'IA, ou est-ce que maintenant, ça va être mon petit Tamagotchi Cody qui a évolué avec moi sur le temps et maintenant qui devient une partie innée de moi et je ne me souviens plus que maintenant, je peux recevoir le marketing avec. Donc du coup, voilà, c'est les points de vigilance pour lesquels les DPO aujourd'hui, les entreprises doivent se projeter. C'est non seulement les choses qu'on connaît, la technique, mais plutôt qu'est-ce qui arrive dans 6 mois. Ce n'est pas dans 3 ans, c'est dans 6 mois. C'est dans 8 mois, dans 9 mois. Merci. Et de ton côté, Augustin, dans l'écosystème effectivement des médias, puisque les médias traditionnels avaient quand même un rôle d'influence, quel rôle ces médias vont avoir si l'IA agentique y met son nez, entre guillemets? Alors, déjà, il faut fermer les portes parce qu'on arrive à la fin du temps et j'ai peur Alors que non, tout le parce monde qu'on se sauve. nous a grappillé quelques minutes, parce qu'il y avait 22 sur le Merci. compteur. Et vous fermez bien. Hein. Mais on va respecter. C'est pour ça que je fais. Non, mais en fait, le monde se transforme complètement. Et je veux dire, je pense que les médias ont déjà vécu des transformations comme celle-ci. Il y a très longtemps, les médias maîtrisaient leurs canaux de distribution. On avait le journal devant la porte. Voilà. Et ça, c'était il y a très longtemps.
Après, avec l'arrivée d'Internet, les médias ont été désintermédiés, c'est-à-dire que ça passe par les moteurs de recherche, et effectivement, les moteurs de recherche, ils sont différents selon de là où on se trouve par rapport à la frontière française. Après, les réseaux sociaux sont arrivés encore. Donc ça, et maintenant on a l'IA. Les médias, en fait, se sont adaptés à chaque fois. Alors, plus ou moins bien, mais par exemple, en France, on a mis en place les droits voisins. Et on a cette logique aussi qui se met en place par rapport aux entreprises de l'IA. Le Monde a contractualisé, a fait un accord en 2024 avec OpenAI, en 2025 avec Perplexity. Oui, on arrive au temps, c'est bientôt fini. Oh, on a même dépassé. Donc voilà, donc il faut s'adapter. Ce qui se passe, c'est que nous, on pense que les marques médias peuvent devenir des fournisseurs de confiance pour les marques qui veulent annoncer sur les sites médias. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ils vont plus être que des espaces où on va mettre de la publicité. Ils vont partager du contenu pour que les agents IA se sentent en confiance et puissent faire le bon choix. Alors c'est un peu barbare comme ça, mais partager plus d'informations sur les impressions, jouer la carte de la transparence sur le contenu, etc., etc. Je vais prendre un exemple qui est très simple à comprendre, en deux secondes. Quand vous voulez réserver une chambre dans un hôtel, si l'hôtel vous partage une fiche avec des données claires, fiables et transparentes, et standardisées aussi, eh ben, c'est facile pour vous de faire le choix. Eh ben, ça sera exactement la même logique. Sauf que vous remplacez l'hôtel par le groupe média et la personne qui va réserver la chambre par un espace publicitaire. Donc il faut qu'on change de paradigme, etc. Alors, il faut qu'on clôture effectivement rapidement tous les quatre, et je commence par toi, Romain. Tu as commencé à nous expliquer en 2030, si on essaie de te projeter dans cet horizon-là, quelle sera la place de l'IA agentique dans cet écosystème ou le modèle économique, d'une enseigne, de tes enseignes et du volet e-commerce. Alors la réflexion qu'on a en ce moment, de 2030, c'est dans 5 ans. En même temps, je n'ai pas de boule de cristal sur comment la technologie va évoluer d'ici 5 ans, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, on a quand même 3 cas de figure que l'on regarde et sur lesquels on va devoir se positionner. Et il me semble que c'est une question auquel l'ensemble du retail dans le monde va se positionner. La première, c'est face à ces LLM et ces grosses plateformes technologiques qui cherchent à reprendre en amont le parcours de consommateur et le parcours d'achat, comment nous, on s'intègre en tant que retailer ou comment on ne s'intègre pas à ces plateformes-là. Ça veut dire, est-ce qu'on déporte le processus d'achat chez eux? Donc, c'est logique de check-out. Ça, c'est une question sur laquelle on doit répondre. Une deuxième, c'est comment on s'assure que quand je suis sur Gemini ou quand je suis sur ChatGPT et que je dis aide-moi à préparer mes achats chez Castorama, quels sont tous les éléments qui lui permettent de faciliter et éventuellement de passer à l'achat. Et donc, quels sont les besoins et comment on traite la donnée client. Je reprenais le point qui était donné par Cody. À un moment, la donnée client, elle est chez nous. On est propriétaire de notre donnée. Si on la déporte chez un LLM, se pose la question de savoir comment on garde la main dessus. Et puis la troisième, c'est comment on utilise cette technologie d'agentique sur nos propres écosystèmes pour en faire un troisième canal d'achat, le canal d'achat physique qui reste le canal prioritaire pour nous, le magasin, le deuxième qui est l'e-commerce, et comment cet e-commerce bifurque progressivement vers une logique agentique. Se posera la question des nouvelles organisations. On en reparlera sur une prochaine table ronde. Thomas, sur la partie acquisition, je rebondis sur ce que disait Romain, si le canal bascule sur l'agentique. Je rejoins ce qu'a dit Romain, c'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. On va arriver demain à une interface. Et en fait, cette interface des LLM, ces pouvoirs, entre guillemets, vont s'étendre. Ça va devenir une interface, un média, un conseiller et un décideur. Il va pouvoir acheter. Et donc, il y a des impacts pour les marques, comment ils se positionnent finalement là-dessus, puisqu'ils vont perdre le pouvoir, entre guillemets, sur leur base de données clients. Et donc, l'objectif pour une marque, demain, ce sera de convaincre ses consommateurs, mais également les agents qui vont avoir ce pouvoir de décision. Cody, vraiment en 2 secondes, effectivement, la place de ton rôle, effectivement, en tant que DPO. Ouais. Pour nous, ça va être, en 2 mots, contrôle humain. On va être là pour vous accompagner à rajouter le contrôle humain dans tout ce qu'on fait. Et on va arriver à faire de la publicité que les gens souhaitent, pas la publicité qui est subliminale et qui arrive sans que la personne a choisi. Et Augustin, le mot de la fin. En 2 mots, je pense que ce soit pour une marque média, une marque, un produit, je pense que la confiance, la réputation, la qualité du produit, la performance réelle, le retour des expériences des utilisateurs, etc.,
vont jouer un rôle très important, IA ou pas IA. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est toujours la qualité qui l'emportera. Merci à tous les quatre. Et désolé pour le côté speed.